Bonjour à tous. En fait, on ne va pas commencer par une petite séance de méditation. Je vais plutôt vous parler de ce j'avais prévu de dire, et puis on fera une petite méditation au milieu de mon exposé. Donc je vais commencer mon exposé, et comme ça, le moment où je vous ferai une petite séance de méditation sera plutôt en lien avec ce que je serai en train de vous expliquer dans mon exposé. Ça aura plus de sens. En fait, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, donc de rencontrer des leaders positifs, parce que moi-même, j'ai la réputation d'être un intellectuel positif. Donc on fait partie de la même famille, et vous savez, quand sur un plateau de télévision, on veut un peu déprimer les gens, on invite mon ami Alain Finkielkraut. Qu'on veut créer de la polémique, on invite mon ami Michel Onfray. Et qu'on veut dire, mais non, il y a des solutions, on m'invite. Donc je suis l'intellectuel positif de service. Alors par exemple, voilà, quand il y a eu les attentats dramatiques, c'est vrai que j'étais du 13 novembre, il y en a eu tellement maintenant qu'on ne sait plus de quel on parle. C'est vrai que j'ai dit, oui, c'est dramatique, oui, il y a une forme de guerre qui se passe là, mais je préfère vivre à notre époque avec cette forme de guerre que pendant la guerre de 14-18 ou la guerre de 39-45. Donc relativisons les choses. Pardon Frédéric, est-ce que vous pouvez vous mettre dans la lumière, dans la lumière? J'ai tendance à bouger tout le temps. Mais parce qu'en fait, je pense surtout aux gens qui nous suivent sur les écrans. Et c'est pour ça que je suis ébloui ici, parce que c'est là qu'il faut se tenir. Donc effectivement, j'essaye toujours de prendre d'une part du recul historique, parce que je pense qu'on a complètement oublié le recul historique, et que dès qu'on prend du recul historique, on s'aperçoit qu'il y a eu tout le temps des guerres, des famines, des épidémies, etc., et qu'il vaut sans doute mieux vivre à notre époque, malgré tous les problèmes et les drames de notre époque, que de mourir d'une rage de dents au Moyen-Âge. Donc là-dessus, je pense qu'il faut prendre du recul et savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est très difficile à bien des égards, est peut-être beaucoup plus facile quand même à traverser pour s'épanouir que ce qu'on a pu vivre dans bien des époques et bien des cultures du passé, où il y avait quasiment que des dictatures partout, où on mourait à 30 ans, où on ne savait pas soigner la plupart des maladies, et où il y avait tout le temps des guerres et des conflits. Par ailleurs, je trouve qu'il y a presque toujours des solutions. Et donc, vous savez, hein, il y a deux types de tempéraments. Il y a le pessimiste, quand il arrive un problème, il dit « on ne va jamais s'en sortir », et il y a l'optimiste qui dit « cherchons la solution ». Alors, je fais partie des optimistes. Ça, c'est sans doute un trait de caractère. Je crois que c'est assez inné d'être optimiste ou pessimiste. En même temps, mon côté positif ne vient pas que d'un trait de caractère. Ça vient d'une construction progressive. Et si je suis positif, si j'essaie de trouver des solutions, si j'essaie de toujours me dire il y a moyen de trouver une issue ou de s'entendre ou de dépasser tel conflit, etc., c'est parce que j'ai fait tout un cheminement personnel où je suis parti de quelque chose de chaotique et de douloureux dans ma vie personnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, tant dans la relation avec moi-même, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans le chaos intérieur dans lequel j'étais adolescent et enfant, et aussi dans ma relation avec les autres. Et donc c'est parce que j'ai fait tout un chemin de vie intérieure que je sais qu'il existe toujours des solutions pour s'en sortir. Lorsque j'avais 30 ans, aujourd'hui on dit oui, Frédéric Lenoir, il réussit, c'est l'auteur français qui vend le plus de livres, etc., donc dans les essais, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Lorsque j'avais 35 ans, j'écrivais des livres, ils ne se vendaient pas du tout. Et j'étais plutôt très malheureux. Et puis à un moment donné, j'ai fait tout un travail qui a permis que je m'épanouisse, que je m'autorise à réussir, parce que vous savez, mon père m'avait donné une injonction paradoxale. Sois quelqu'un d'important, mais ne me dépasse jamais. Donc mon père mesure 1m65, je fais 1m65. Mon père a été secrétaire d'État, c'est pas facile de le dépasser, à moins d'être Premier ministre. Et donc du coup, je me suis dit, comment je vais le dépasser? Mais c'est impossible, donc je ne vais pas le dépasser. Ce qui fait que je me suis interdit de réussir pendant très longtemps. Et puis, qu'est-ce qui m'a permis de débloquer toute cette situation? Je dirais qu'il y a d'abord la philosophie. Dans ma construction de vie intérieure, il y a eu la rencontre des philosophes, et notamment des philosophes de l'Antiquité. Hein. C'est évidemment les stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, et puis il y a eu Montaigne, il y a eu Spinoza. Et donc tous ces philosophes-là m'ont aidé à chercher à trouver un sens à ma vie. À me dire, mais pourquoi je suis sur Terre? Quel est le sens? Quelles sont les valeurs essentielles? Ça a construit un univers de sens et de valeurs. Ensuite, il y a eu la psychologie des profondeurs. J'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait de la gestalt-thérapie, j'ai fait la méthode Vitos. Donc j'ai fait des thérapies qui m'ont aidé à faire un nettoyage intérieur. Et pas uniquement en essayant de régler mes problèmes avec papa-maman pendant 20 ans, mais aussi en m'appuyant sur ce que j'avais comme ressources. Et donc j'ai utilisé la psychologie positive. C'est-à-dire comprendre ce que j'avais en moi, que je pouvais développer, sur lequel je pouvais m'appuyer pour grandir.
Et puis, il y a eu effectivement aussi de la spiritualité. Donc, je pratique depuis 33 ans la méditation, ça m'a profondément aidé. Ça m'a aidé à me recentrer, ça m'a aidé à voir plus clair en moi. Il y a deux choses qui aident au discernement. C'est la philosophie et la méditation. La philosophie parce qu'on apprend à penser, on apprend à raisonner, on apprend à avoir un esprit critique et donc on essaye de chasser tous les a priori et les préjugés qu'on peut avoir. On le voit très bien dans la méthode socratique de la maïotique. Il interroge tous ses interlocuteurs pour les pousser à bout, finalement, dans leurs contradictions et leur montrer qu'ils suivent des préjugés et des a priori. Et donc la philosophie nous aide à discerner et à aller plus loin dans la pensée, dans cette recherche permanente de ce qui est vrai. Et puis, la méditation nous aide à voir clair en nous-mêmes et à être beaucoup plus posé, beaucoup plus... Et du coup, on n'est pas tout le temps dans cette espèce d'agitation du mental, de la pensée, qui fait que finalement, on n'a plus le temps de se poser et de prendre du recul. Et puis, dans la spiritualité, je le dis aussi très simplement, il y a aussi des croyances. Et c'est vrai que dans les grandes épreuves de l'existence, ce qui m'a aidé, c'est de prier. Et lorsque, par exemple, j'ai perdu ma compagne il y a 1 an et demi, c'est ni la philosophie, ni la psychologie, ni la méditation qui m'ont aidé à traverser cette épreuve, c'est la prière. Donc voilà les supports, si vous voulez, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de vivre une véritable résilience, au sens où l'entend Boris Cyrulnik, et d'aimer de plus en plus la vie. Et maintenant, pour moi, la vie, c'est un jeu. Je m'émerveille de tout, même quand il m'arrive une tuile, qu'on me critique vivement, quand j'ai un souci, j'arrive toujours à voir, effectivement, quelque chose que je peux retirer de cette expérience, entre guillemets, désagréable, pour essayer de continuer de grandir et de progresser. J'ai un peu coutume de dire depuis quelques années, on me pose souvent la question, mais quel est le sens de la vie? J'ai envie de dire, chacun a un sens de la vie. Chacun va donner du sens à sa vie. Et ça va être différent selon chacun. Mais il y a peut-être un sens du sens valable pour tout le monde. Et pour moi, ce sens du sens, pour tout être humain, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et si tous on fait ce chemin-là, on devient des êtres humains beaucoup plus rayonnants, heureux et utiles à la société. Donc voilà ce que j'essaye de transmettre à travers notamment mes ouvrages. Alors, Yves m'a demandé, après avoir parlé un petit peu de moi, de vous dire un mot sur des recettes ou des petits conseils qui pourraient aider des chefs d'entreprise, des entrepreneurs comme vous, en allant chercher dans des ressources spirituelles, de vie intérieure, ce qui peut les aider aussi dans leur management et dans leur vie d'entrepreneur. C'est vrai que c'est très difficile parce que un entrepreneur, comme l'a très très bien souligné le sociologue Max Weber, c'est comme tout décideur, notamment politique. Il est toujours pris entre son éthique de conviction et son éthique de responsabilité. Son éthique de conviction, ce sont vos valeurs, ce sont vos croyances, ce sont les choses qui vous semblent fondamentales. Et puis votre éthique de responsabilité, c'est de gérer au mieux possible votre entreprise. Et bien souvent, ça se contredit de manière radicale. Si vous êtes soumis à une pression des actionnaires qui vous demandent de maximiser le profit, et que pour ça, vous êtes obligé de mettre une pression énorme sur vos salariés, et que par ailleurs, vous êtes un humaniste, et que vous êtes sensible aux valeurs d'épanouissement de l'individu, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Je vous conseillerais de changer de société, ou de créer votre propre société pour essayer, évidemment, d'allier votre éthique de conviction, votre éthique de responsabilité. Alors néanmoins, je vais essayer de donner quelques petits conseils qui sont valables d'ailleurs pour tout être humain, mais peut-être particulièrement pour des personnes en situation comme ça de responsabilité. Et la première chose, c'est effectivement la méditation. J'ai rencontré il y a plus de 30 ans un très grand chef d'entreprise qui faisait 1000 choses à la fois, qui voyageait tout le temps. Et en discutant un jour avec lui, je lui dis « Mais comment vous arrivez à faire tout ça ?» Il me dit « La clé de mon énergie et de ma lucidité, c'est que je médite tous les matins 1 heure. De 6h à 7h du matin, tous les matins. Et c'est pour ça que je peux être aussi actif et ne pas perdre ma lucidité dans l'action. » Alors moi, je ne médite pas 1 heure tous les matins, je vous le dis franchement, j'ai du mal. Mais déjà, entre 5 et 10 minutes tous les matins, c'est énorme. Et le plus important, c'est la régularité. Il vaut mieux méditer 2 minutes tous les jours qu'1 heure par semaine. Comme tous les gens qui font un entraînement au piano, au sport, etc., on le sait tous, un entraînement quotidien est beaucoup plus efficace qu'un entraînement hebdomadaire ou mensuel. Donc,
Au fait, la méditation, ça permet à l'esprit de prendre un pli. C'est comme un muscle. On va muscler notre esprit en méditant. Les expériences nombreuses ont montré que lorsqu'on est présent et attentif à ce qu'on fait, que ce soit un travail, que ce soit en faisant la cuisine, que ce soit en écoutant de la musique, que ce soit en écoutant quelqu'un, c'est là que nous sommes dans un bien-être. Et lorsqu'on fait quelque chose en pensant à autre chose, il n'y a aucun bien-être. Et en plus, dans le cadre d'une responsabilité de chef d'entreprise, évidemment, chaque fois que vous êtes en train de ruminer tous les soucis de votre contrôle fiscal, vous n'êtes pas du tout présent à ce que vous faites, aux gens qui sont en face de vous, et il s'en ressent une forte diminution de discernement, de lucidité, de qualité de relationnel. Et c'est pareil, si vous vous promenez dans la nature, vous êtes face à un beau paysage, vous êtes en train de ruminer vos problèmes, vous n'aurez aucun bonheur, aucune satisfaction de la beauté du paysage. C'est valable pour toutes les expériences du quotidien. Donc, la méditation est un outil qui permet de développer la qualité de présence et d'attention à soi, aux autres, au monde. Deuxième petit exemple qui me paraît essentiel effectivement de développer, c'est aussi une qualité de vie intérieure qui peut permettre de nous aider à vivre et de nous aider à agir, c'est, je dirais, la flexibilité, au sens philosophique du terme. Alors ceux qui ont inventé ce terme, qui en parlent le mieux d'un point de vue philosophique, ce sont les maîtres taoïstes, notamment Chuang Tzu. En fait, les Chinois nous disent, vous savez que les Confucéens prônent un ordre fondé sur l'ordre céleste. Et nous disent, au fond, si on veut s'épanouir et réussir sur Terre, il faut imiter la perfection de l'ordre céleste. Et donc, créer un ordre parfait dans la société, à l'intérieur de nous, etc. Et les taoïstes, c'est un mouvement qui va réagir contre le confucianisme en disant, c'est très beau ce que vous dites, mais on ne vit pas au ciel, mais sur Terre. Et au ciel, tout est parfait, tout est ordonné, tout est prévisible. Vous pouvez savoir quand est-ce qu'aura lieu une éclipse de soleil dans 1000 ans. Vous pourrez savoir quand le soleil va se coucher dans 10 000 ans. Mais vous ne pourrez pas dire le temps qu'il va faire demain sur Terre. Et donc, parce qu'on vit sur Terre, la qualité principale pour s'épanouir et pour agir, ce n'est pas la recherche de l'ordre et la vertu. La qualité principale, c'est la souplesse et la flexibilité. C'est-à-dire être capable de s'adapter à toute situation imprévisible. Et je pense que c'est une des vérités les plus profondes pour apprendre à vivre et à agir. Être souple et flexible. Accompagner le mouvement permanent de la vie. Ne jamais se figer dans des rigidités. Vous savez, des fois, on prend une décision, on dit c'est comme ça. Et puis, il se passe des événements qui bouleversent un peu les choses et on ne veut pas changer. On se dit, j'ai pris cette décision, je ne vais pas me dédire, de quoi je vais avoir l'air, etc. Mais on se trompe. Il faut s'adapter en permanence à l'évolution d'une situation. Moi, quand il m'arrive d'animer des discussions, j'ai travaillé dans des entreprises, avec des collaborateurs, des fois, je change complètement d'avis parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger auquel je n'avais pas pensé, qui est bien plus intelligent que ce que j'avais pensé. Et je me dis, il a raison, il faut changer. Il faut le savoir le faire en un quart de seconde. Et donc là, vraiment, je pense que cette qualité de souplesse et d'adaptabilité, et c'est une des clés fondamentales, je pense, pour diriger une entreprise. Surtout qu'on vit dans un monde totalement incertain. On ne peut plus rien prévoir. Donc, mieux vaut s'adapter à l'incertitude et vivre avec souplesse et joie dans l'incertitude, plutôt qu'avec rigidité et anxiété dans un monde qui serait prévisible, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, on pourrait aussi appeler ça le lâcher-prise. Aujourd'hui, dans le développement personnel, on parle beaucoup du lâcher-prise. Ça se rejoint. Le lâcher-prise nous met dans la joie. Parce que très facilement, quand on accepte une situation, on ne peut rien changer. Vous savez ce que nous dit Épictète ? Change ce que tu peux, ce qui relève de toi. Ce qui ne relève pas de toi, ça ne dépend pas de toi, accepte-le joyeusement. Et donc, effectivement, je pense que c'est une des grandes qualités pour nous aider à être heureux et à réussir dans ce qu'on fait, c'est d'accepter de lâcher lorsqu'on n'y peut rien, lorsqu'on ne peut rien faire. Moi, il m'est arrivé, j'ai écrit un chapitre dans mon livre du bonheur, un voyage philosophique, dont j'étais le plus fier. C'était un chapitre sur le lâcher-prise. Et les deux auteurs que j'ai pris, c'est Montaigne et Chuang Tzu. Et je montre comment ils nous disent exactement la même chose sur l'accompagnement du mouvement de la vie. Et au moment d'enregistrer mon chapitre qui m'a pris 3 semaines de travail à plein temps, je l'efface. Aucune sauvegarde. Là, j'ai un vertige métaphysique. Et je me dis, soit je pète les plombs, soit j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai écrit dans ce chapitre.
Alors, j'ai hésité 3 secondes et je me suis dit, j'accepte. Et au moment où j'ai dit j'accepte, une joie m'est tombée dessus. Bon, le lendemain matin, quand il fallait recommencer à écrire, j'étais pas du tout dans la joie. Mais au moment du lâcher-prise, une joie m'est tombée dessus. Et ça correspond à ce que dit Nietzsche, quand il nous dit la plus grande joie, Lutz, la joie parfaite, elle est liée au consentement. Lorsqu'on dit un grand oui à la vie, on est dans la joie. Vous ferez le test. Ça m'est arrivé une autre fois lorsque ma voiture était à la fourrière. Bon, j'ai pas le temps de vous raconter 1000 anecdotes. Et je voudrais juste terminer, parce qu'il me reste très peu de temps, pour vous parler d'une aventure dans laquelle je suis actuellement engagé. Et j'aimerais vous en dire un mot, parce que j'aimerais vous impliquer dans cette aventure. En fait, je suis arrivé maintenant à un moment donné de ma vie où je suis très heureux. Je fais un métier qui me passionne. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion qu'est l'écriture. Je suis entouré d'un tas de gens que j'aime, d'amis. Et je me dis, j'ai envie d'être encore plus utile à la société. Et ça fait des années que je porte un projet qui est de transmettre aux enfants, parce que je pense que les enfants sont vraiment la clé de tout ce qui va évidemment arriver à notre monde si incertain, si dangereux, dans les décennies à venir. Et ce projet éducatif, c'est très simple, c'est d'apprendre à tous les enfants à pratiquer la méditation et à faire de la philosophie. Alors, je me suis dit, avant de partir dans ce projet absolument démentiel, je vais le faire moi-même, et pendant 1 an, j'ai tout arrêté pour faire des ateliers méditation philo dans une 50aine d'écoles. Donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde francophone, et également évidemment en France, Suisse, Belgique, Canada, Côte d'Ivoire, etc. Et j'ai fait, dans de nombreuses classes du primaire, des ateliers de méditation et de philosophie. Les résultats sont extraordinaires. Les enfants adorent philosopher. Ils se posent un tas de questions, ils sont ouverts, on a parlé tout à l'heure de la plasticité neuronale. Et bien les enfants ont une capacité justement de compréhension, de changement extraordinaire, alors que les ados commencent à se rigidifier. Et puis les ados, ils sont dans la comparaison, ils sont dans l'appartenance, ils sont dans des réflexes un peu idiots, effectivement, dans lesquels ils se comparent au groupe et ils veulent s'intégrer ou se démarquer. Et bien si, avant d'être ado, on a pratiqué pendant des années les ateliers philo, on va traverser l'adolescence totalement autrement. Parce qu'on aura acquis une pensée personnelle, un jugement personnel. Comme nous dit Montaigne, on doit commencer la philosophie à la nourrice, au sein de la nourrice, il nous dit. Et ce qu'il faut apprendre, c'est non pas avoir des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites. C'est-à-dire apprendre à juger par soi-même. Ce qui est la meilleure lutte contre toutes les idéologies, qu'elles soient matérialistes ou religieuses. Donc ces ateliers philo, j'ai vu le résultat, je me suis dit c'est un miracle. Et la méditation aussi. Je fais des petites pratiques d'attention, comme on a fait, au début de chaque atelier, parce que j'ai vu que les enfants n'arrivaient pas à être attentifs. Et dès qu'ils font ça, ils sont attentifs. Et à la fin de l'année, j'ai posé la question dans toutes les classes où j'ai fait de nombreux ateliers, et j'ai dit aux enfants, qui pratique la méditation chez lui? Les 2/3 des enfants ont levé la main, et ils m'ont dit, ben moi, quand j'ai envie de casser la figure à ma petite sœur, ben je vais méditer dans ma chambre, et je me calme. Et il y en a un qui m'a dit, mon père est très anxieux parce qu'il est chef d'entreprise et je l'ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux. Donc, pour développer tout ça, je viens de créer, ça s'est fait hier, donc vraiment vous êtes les premiers à qui j'en parle, j'ai créé une fondation, sous l'égide de la Fondation de France, qui s'appelle SEV. Je ne sais pas si c'est marqué, oui, fondationsev.org, voilà. Qui s'appelle SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Puisque le but de ces ateliers méditation philo, c'est d'apprendre aux enfants, non pas leur transmettre une connaissance, ils en ont plein, ils apprennent les maths, l'histoire, le français, non, leur apprendre à être et leur apprendre à vivre ensemble. Voilà les clés d'une éducation réussie qui manquent malheureusement, évidemment, au système scolaire. Donc on a créé une fondation, j'ai recruté 15 formateurs de très haut niveau, des philosophes, des gens qui pratiquent la méditation, des psychologues. On a noué des partenariats avec l'Éducation nationale. J'ai rencontré la ministre au mois de juin qui m'a dit c'est formidable. Et on va faire une conférence de presse commune au mois de novembre pour annoncer que l'Éducation nationale va développer les ateliers philo à l'école. Je ne parlerai pas de méditation pour les profs, je parlerai de pratique de l'attention, ce qui revient au même. Alors, dernière chose, et je termine, dernière chose, c'est que pour ça, il faut former des milliers de formateurs. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de former 10 personnes pour former 300 000 profs. Donc, j'ai lancé cette école de formation. La première formation a commencé le week-end dernier à Valence.
On avait 50 personnes qui avaient été sélectionnées parmi 300 candidats. Et ces personnes, au bout d'un an, formeront d'autres personnes, etc. Et je commence une formation à Paris. On va en commencer dans toutes les régions de France. Donc je fais partout des conférences je vais faire 40 conférences pendant 3 mois pour parler partout de ces formations. Et on a besoin de former des milliers de personnes qui sont de qualité. Pour ça, j'ai besoin de plus en plus de formateurs. Donc c'est un cercle vertueux qui demande beaucoup d'énergie, mais je suis très soutenu. Toutes les portes sont ouvertes, ce qui prouve que quand une idée est juste, l'univers conspire, comme dirait notre ami Paulo Coelho. Et là, je sens que c'est le moment opportun pour faire ça. Et donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que d'abord, vous êtes les premières personnes à qui j'en parle en dehors des réseaux étroits de la Fondation de France ou du ministère. Petite parenthèse, j'ai noué un partenariat avec l'UNESCO et il y a une chaire UNESCO pour la philosophie avec enfants qui va être créée et donc on va travailler ensemble. Et j'ai besoin aussi de fonds parce que tout ça coûte cher, qu'il faut louer des salles, qu'il faut payer des formateurs, etc. Et donc, évidemment, tous ceux qui sont sensibles à ce que je viens de dire, qui ont envie, s'ils n'ont pas le temps, on a besoin de bénévoles aussi, mais tous ceux qui souhaiteraient nous aider matériellement, vous pouvez faire un don en allant sur le site fondationsève.org et puis vous pouvez devenir mécène. Alors les mécènes, ils auront un avantage, ça coûte un peu plus cher d'être mécène, ils auront un avantage, c'est qu'une fois par an, on se réunira avec moi-même et quelques amis philosophes, dont certains que j'ai cités tout à l'heure, et on fera des ateliers philo ensemble. C'est-à-dire qu'on fera un dîner philosophique avec nos mécènes pour qu'ils puissent pratiquer la philosophie telle qu'on le fait avec les enfants. Voilà, donc c'était juste pour vous dire cette petite chose, c'est que j'ai vraiment besoin de vous et que je pense que si on est de plus en plus nombreux à essayer d'œuvrer chacun avec nos talents, nos compétences ou nos moyens, eh bien en fait, il ne faut pas grand-chose pour changer le monde. Merci beaucoup.